Parce qu'on a tous des vies occupées, des agendas surchargés et que malgré tout, on aimerait apprendre à se déposer. L'architecte de l'âme, c'est ta pause zen. Un endroit pour t'aérer le cerveau, arrêter de réfléchir et juste te laisser inspirer. Un endroit pour toi, pour apprendre à sortir du mode cruise control qu'on a adopté et recommencer à cultiver la joie. Ensemble, on va se les remettre les deux mains sur le volant. Bienvenue dans l'architecte de l'âme. Bienvenue chez toi. Allô, allô? Je te parle encore d'une pièce de théâtre aujourd'hui que j'ai été voir qui, ma foi, pour moi, est un essentiel. Un autre essentiel, parce que je sais que je t'avais dit que c'était un essentiel d'aller voir Jeannette dans l'épisode 97. Mais aujourd'hui, je te parle de Corps fantôme à Jean Duceppe. Et vraiment, pour moi, c'est un sujet qui est de 1990, mais qui est encore autant d'actualité, c'est-à-dire la communauté LGBTQ+, et leurs droits, comment c'est arrivé à Montréal, comment ça s'est fondé et tout l'envers du décor. Bref, on parle de ça dans un instant. Mais d'abord, bienvenue dans l'Architecte de l'âme, bienvenue dans mon univers, Melcy Mélanie, qui je suis une libératrice de leadership, une dépoussiéreuse de résistance, une accompagnatrice de reprise de son pouvoir. Je te dirais que je suis une mentor pour arriver à s'accepter, surtout une cartographe d'expansion et de reprogrammation de saboteurs invisibles. Qu'est-ce qu'on fait dans l'Architecte de l'âme? On fait juste alléger notre âme tranquillement ensemble pour un monde meilleur, pour un monde plus sain, pour un monde avec plus d'amour. Vivre autrement pour savourer pleinement notre vie, notre destinée et s'incarner totalement. C'est ce qu'on fait ici. Bienvenue, bienvenue, bienvenue et merci d'être là, écoute après écoute, épisode après épisode. Merci de le partager, c'est super important, ça fait du bien de voir que ça vous touche tellement que vous êtes prêts à partager dans vos réseaux, à vos amis, que ce soit en privé là ou juste de dire « va écouter ça ». Des fois, on ne sait pas à quel point ça peut faire du bien à quelqu'un et pour ça, pour tous ceux que je vois passer, ceux que je vois pas passer, tous ceux que vous faites en coulisses, merci, merci, merci. Bref, aujourd'hui, je t'amène encore au théâtre parce que oui, je suis une tripeuse de théâtre. J'aime ça, aller à Jean Duceppe. Puis je trouve que Jean Duceppe, c'est une compagnie de théâtre qui se permet de nous faire réfléchir dans sa programmation. Il y a un beau flow dans la programmation dans l'année. Donc, c'est une maison où j'aime beaucoup aller. Et là, j'ai été voir Corps fantôme, qui est vraiment un retour historique fictif sur les années 90 dans le regard du mouvement gay. Alors, si on se remémore, les années 90, c'était... il n'y avait pas de droit pour la communauté gay et lesbienne. Et là, la pièce, elle est à Montréal. Et moi, quand je regarde quelque chose, c'est pour ça que la pièce de Jeannette m'avait tant touchée, parce que je le vis, parce que j'ai mes souvenirs, parce que c'est réel, c'est d'ici. Et l'histoire qu'on nous présente dans Corps fantôme, c'est vraiment le regard d'un Montréalais. Et j'ai été intéressée par cette pièce-là parce que c'est un collectif d'écriture. Ben oui, un collectif d'écriture, ça existe aussi en théâtre, hein, et tu sais que j'aime ça avec mon livre « Là où poussent les lotus ». Là où poussent les lotus, c'est un collectif d'écriture où chacun écrit son petit chapitre de vie. Tandis que dans la pièce de théâtre « Corps fantôme », c'est un collectif d'écriture où toutes les mains qui ont collaboré à l'écriture sont ensemble pour créer une histoire complète. Donc, c'est un peu différent comme collectif que ce qu'on fait dans les Lotus, mais ça amène une puissance décuplée parce que tu as tous les auteurs, autrices, scripteurs et metteurs en scène qui amènent leur vision de cette époque. Et c'est extraordinaire parce qu'on te fait faire un tour de comment on pouvait vivre ça dans l'intimité. Le personnage principal, non, c'est pas le personnage principal, mais un des personnages qui est important, c'est un policier qui a sa famille, qui réalise finalement à un moment donné que même s'il y a un enfant et une femme, probablement qu'à l'intérieur de lui, il est gay puis il essaye de fitter dans le moule.
Donc, on suit ce personnage-là. On suit aussi un homme qui sait qu'il est gay puis qui s'en cache pas, mais qui va contracter le sida. Parce qu'en 1990, c'était une époque où, justement, on voulait continuer de laisser ça sale et tabou d'être gay parce qu'on disait que c'était eux qui contribuaient à l'expansion du sida, qui était une grande maladie, une épidémie dans les années 90. Et ensuite, on a aussi un personnage qui n'est pas un vrai personnage, là, mais on a la trame de fond là, qui est la politique en arrière de ça. Et il n'y avait rien dans les années 90. C'était plein de petits regroupements qui essayaient de contribuer, protéger, aider, légitimiser les gens qui étaient pointés du doigt parce qu'ils étaient différents. Et on apprend comment toutes ces communautés-là, ces comités-là se sont mis ensemble pour former finalement le LGBTQ+, qu'on connaît aujourd'hui, qui n'existait pas à l'époque. Et moi, je suis une grande fan de Madonna. Je ne sais pas si tu as aimé Madonna dans ces époques-là, mais elle était aussi une grande guerrière pour faire reconnaître les droits de la personne gay et lesbienne en tant qu'humain, parce qu'on ne les reconnaissait pas au même titre que nous. Et ce qu'on connaît aujourd'hui dans notre société, ça a beaucoup, beaucoup évolué grâce au soulèvement des années 90. Et ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que si ça te touche pas, hein, t'as peut-être pas de gay lesbienne dans ta famille ou tu veux pas voir ça ou tu veux pas en entendre parler, au-delà de ça, il y a un message clair sur les droits de la personne différente. Et aujourd'hui, en 2025, on sait qu'il y a plusieurs différences qui existent. On a réussi à passer au travers cette crise-là des années 90 par rapport aux gays et lesbiennes, mais il y a encore plein de choses qui sont tabous. Il y a encore des crises raciales qui existent. Il y a encore des crises de religion qui existent. Et puis, c'est important d'ouvrir ces sujets-là, d'en parler. Puis je pense que quand on va voir une pièce de théâtre comme ça, on n'est pas obligé de rester sur le sujet qui nous est présenté, mais plutôt voir, moi, mon point de vue sur les droits de l'humain, c'est quoi? C'est quoi que je me donne comme droit? C'est quoi que je donne aux autres comme droit? Et c'est quoi l'espace pour être humain à travers la réglementation qui existe présentement dans mon univers. Puis quand je dis dans mon univers, je parle de toi, chez toi, dans ta maison, dans ton village, dans ta ville, dans ta province, tu sais. Ça commence petit. Si toi, dans ta maison, tu as des propos racistes ou discriminatoires ou très cadrés de bien et de mal, ben ça va se refléter dans ta famille, dans tes amis, dans tes enfants. Et ça a des répercussions comme une roche qu'on lance dans l'eau qui finalement, t'as lancé ça dans une rivière, mais ça se retrouve à la mer, à l'océan. Ce genre de pièce-là, que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est aussi pour ouvrir cette discussion-là. C'est sûr que c'est pas une pièce que tout le monde va aimer parce que c'est une pièce très crue. Et dans les années 90, c'était très, très dur d'être gay à Montréal. Et c'est là où il y a eu le plus d'hommes mariés qui se sont réveillés pour dire « ben là, je fais quoi, là? Je suis pas dans ma vraie nature, je suis pas alignée avec comment je me sens. Je vis selon les normes d'une société, je veux vivre autrement. Je veux vivre pleinement, je veux vivre pour moi. » Et c'est ça que j'ai aimé de cette pièce-là. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une si grosse différence pour sentir qu'on ne fit pas dans le moule. On n'a pas besoin d'être si différent pour sentir qu'on veut vivre autrement. Pour se sentir brimé, attaqué, encadré, emboîté par les normes et le cadre rigide d'une société. C'est sûr que j'ai trippé ma vie parce que moi, j'étais assez vieille dans les années 90 pour avoir sorti en boîte, pour me souvenir de quand Madonna est venue à Montréal au Black and Blue danser. J'étais là, j'ai dansé avec elle. Puis ça, ils en parlent, puis ils en font des clins d'œil dans la pièce de théâtre. Fait qu'en plus d'avoir un message intéressant, tu sais, j'ai été capable de me replonger dans mes souvenirs, dans mes mémoires, oh my God, j'ai adoré
memory lane trip. Puis je me suis rappelé aussi que j'avais un ami au secondaire. Au secondaire, on est grand, hein? Là, je te parle de secondaire 5, là, 17 ans. Et son père avait fait son coming out. Il avait dit, écoute, moi, là, je sais bien que j'ai 3 enfants, puis j'ai une femme depuis 25 ans, mais je suis gay. Et puis, c'était pas évident parce que le seul rôle ou image qu'on avait dans ce temps-là, de ce mot-là ou d'un homme qui voulait dire je suis gay, c'était la calotte de cuir. Je vais dire la calotte, là, même s'il y en a qui ne comprendront pas. Là, c'est une casquette de cuir avec les chaps à fesses ouvertes, puis l'esprit, le look un peu sadomaso. C'était la seule image qu'on avait d'un gay, d'un homme surtout gay à cette époque-là. Et puis les femmes, on en parlait encore moins, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça le fun de me replonger dans cet espace-là parce que je me souviens à quel point c'était dur pour lui. Puis quand on fait une rébellion comme ça puis qu'on veut se faire entendre, bien souvent, le premier réflexe humain, c'est d'aller provoquer. Fait que je pense que cette image-là, elle était créée justement pour toucher le regard des gens, l'imaginaire des gens, puis shaker pour dire « Hey, réveillez-vous, il y a d'autres choses qui existent. » On le voit hein, dans n'importe quelle publicité, en marketing. Les gens aiment ça provoquer parce que c'est ça qui reste. C'est ça qui crée les discussions. Puis c'est ça qui crée, exemple, les réseaux sociaux, les posts virales. Moi, je me suis questionnée suite à ça. La pièce, elle est restée avec moi là, pendant quelques semaines. Là. J'ai adoré la réflexion, l'énergie, mais ce que j'avais envie de t'amener aujourd'hui, au-delà de c'est quoi tes droits, puis c'est quoi que tu proposes dans ton entourage ou dans ta vie, ou c'est quoi qui est aligné avec toi, c'était plus justement, qu'est-ce que je fais pour me faire entendre? C'est quoi ton lien avec la provocation? Est-ce que tu trouves que c'est nécessaire? Est-ce que tu penses qu'on peut dire des choses juste pour ouvrir des portes où on doit absolument amener des images? Tu sais, un peu comme l'expression « parlez-en bien, parlez-en mal, l'important c'est qu'on en parle ». Et je me suis vraiment questionnée là-dessus parce qu'avec le recul, on se rend compte qu'il y a une grosse part de ça là, dans les années 90 qui a fait qu'il y a eu beaucoup de résistance à leur donner des droits parce qu'ils étaient tout le temps en manifestation et en contestation. Puis tu sais, je veux juste que ce soit conscient là, parce qu'il y a peut-être des gens qui m'écoutent qui n'ont pas vécu cette époque-là, mais c'était une époque comme une époque nazie, là. Les jeunes hommes se faisaient poignarder à froid dans les ruelles de Montréal le soir, juste parce qu'on soupçonnait qu'ils étaient peut-être gays. Et là, je reviens avec ma question. Où on peut ouvrir ce type de discussion-là, dans l'amour, dans le partage, dans le bonheur, dans la douceur, sans provoquer? Sont où ces endroits-là? Parce que si je pose une belle question sur mon post Facebook ou Instagram, je ne deviendrai pas virale. Donc, je ne toucherai pas un grand nombre de personnes. Je vais toucher ceux qui m'aiment, ceux qui me suivent, ceux qui comprennent mon raisonnement. Puis dès qu'on provoque, dès qu'on va un peu au-delà de la norme, mais je veux pas dire la norme parce que je veux parler encore plus de provoquer. Dès qu'on dérange avec des idées crues, des vérités directes, puis des vérités contraires et cadrées à ce qui est véhiculé, c'est là que on crée deux univers, les pour et les contre. Puis tu sais, dans l'architecte de l'âme, là, ce que j'essaie de faire, c'est justement d'enlever ça, le pour ou contre. Comment on peut revenir à cette énergie-là entre les deux? L'équilibre, c'est pas un point fixe. Il y en a pour qui, même encore en 2025, être gay, c'est une maladie. Fait qu'on a deux options là, vraiment tranchées. Là. Tu sais, dire que c'est une maladie, comme en 90, vouloir faire des lobotomies pour les rendre normaux,
Et, et de l'autre côté, créer tellement d'inclusion que là, les règles sociétales n'existent plus. C'est un peu ça que ça soulevait la pièce. C'est de dire, tu sais, laissez-nous vivre, laissez-nous être des êtres vivants. Puis on va être capable de les suivre, les règles, nous autres aussi. Mais si vous ne nous donnez pas la chance de vous le montrer, ben on va être toujours en confrontation. Puis en plus, dans la pièce, on amène une notion historique pour montrer à quel point ça a toujours existé. Puis que si on recule vraiment loin, là, tu sais, rappelle-toi là, des bains romains, des dieux grecs. Hey, si on recule même au temps des troubadours, les hommes riches, il y avait toutes des relations avec d'autres hommes. Puis c'était juste pour le plaisir, puis c'était bien correct. Puis c'était un accès à la royauté. Fait que pourquoi, en 1800 quelque chose, en 1700 quelque chose, c'était un accès privilégié pour la royauté, puis en 1990, c'est devenu mal. Qu'est-ce qui fait que dans notre société, on joue avec les roues comme ça? Que quelque chose qui a été bien est devenu mal, puis vice-versa. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps de se questionner? Est-ce que ça existe le bien et le mal? Moi, c'est ce que j'ai retenu de cette pièce-là. Je me suis dit, ben voyons, il y a quand même une dichotomie d'informations. On dit que c'est mal puis que c'est une maladie en 1990. Puis dans l'Antiquité, c'était un accès privilégié à la haute hiérarchie. Un bonheur réservé à la haute hiérarchie. Donc un trésor. On est dans deux opposés. Aujourd'hui, on se retrouve où? Ben, on se retrouve que ces opposés-là ont créé tellement de choses que on est rendu dans du non-genré. Tant qu'à pas savoir si c'est bien ou c'est mal, je m'identifierai pas à rien. Fait que c'est un peu là où la pièce vient poser ou déposer ces questionnements pour faire ressortir, revivre ces mémoires-là. Pour la plupart des gens qui étaient dans la salle, moi j'étais dans une salle avec, premièrement, on n'était pas beaucoup de filles, il y avait beaucoup d'hommes et majoritairement gays, mais je sais pour avoir des amis qui sont allés voir d'autres représentations où c'était plus des habitués du théâtre, que les personnes plus âgées ont pas aimé revoir cette histoire-là, ou n'ont pas aimé connaître les dessous de cette histoire-là, de notre histoire. Surtout parce que c'est une pièce qui était vraiment crue. Une pièce où il y avait même des scènes de drogue, de sexe, tu sais, vraiment, il y avait du nudisme là, sur la scène. Puis souvent, je me suis fait dire par les gens qui sont allés la voir, est-ce que c'était nécessaire de le présenter comme ça? Puis ça revient à mon point de tantôt. Des fois, pour faire réfléchir, faut être un peu plus cru. Et moi, mon point, c'est pas de dire faut pas être cru. Comment on peut être cru dans la douceur, dans l'amour, dans l'ouverture du cœur? Et moi, c'est ce que j'ai perçu. J'ai pas vu de gratuité dans le brut qu'on m'a présenté. J'ai vu du raw, simplement pour informer. Et c'est ce que j'avais envie de t'offrir aujourd'hui. Cette réflexion-là de dire, est-ce que c'est possible d'avoir du raw pour informer, plutôt que d'avoir du cru et du brut juste pour choquer? Alors, une pièce qui m'a fait un plus grand bien, qui m'a fait faire un tour dans mon histoire, qui m'a fait faire un tour dans mes valeurs, qui m'a fait faire un tour aussi sur Internet, parce que quand on me présente un point comme ça, puis qu'on revient à l'époque des troubadours, ben c'est sûr que j'ai eu envie d'aller me renseigner, puis de retrouver cette histoire-là, mais surtout des points politiques de mon Québec que je connaissais pas. Une aventure troublante dans le monde de l'homosexualité, mais un art moderne bien livré. Et je suis très, très contente
d'être allée voir cette pièce-là, donc Corps fantôme, Agent du CEP. Vraiment, vraiment sublime, tant qu'à moi. Et vu que je vais souvent au théâtre, je me suis dit, est-ce que ça t'intéresse quand je te fais des podcasts comme ça? Est-ce que ça t'intéresse quand je te fais des critiques un peu d'une pièce que j'ai été voir? Parce que j'en ai vu plusieurs, puis c'est le genre d'épisode que j'aime, de partager un peu mes réflexions. Donc, laisse-moi tes commentaires pour que je puisse savoir si c'est le genre de contenu qui te convient ou si c'était mieux quand je fais plus des contenus d'enseignement. Alors là-dessus, je te laisse. Je te souhaite une bonne semaine. À tout bientôt. Cet épisode est une présentation de la classe Rising, un atelier préenregistré que tu peux faire à ton rythme, comprenant un workbook rempli d'informations pour t'aider à apaiser tes dualités intérieures. Prêt à laisser jaillir ta lumière? Attention, recalibration en cours! Visite mon site internet ou les notes de cet épisode pour tout savoir sur la classe Rising et te la procurer maintenant.